Bonjour à tous, nous sommes à l'ENS de Lyon avec Jérémy Fench, astrophysicien, enseignant et chercheur, pour répondre aux questions que vous nous avez posées sur les réseaux sociaux en rapport avec l'univers, les planètes et tout ce qui se trouve, tout ce qui est mystérieux qui se trouve au-delà de notre planète Terre. Donc avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer depuis combien de temps tu fais ce métier, en quoi ça consiste et ton domaine d'expertise? Voilà, bonjour à tous, donc, je m'appelle Jérémy Fench, je suis enseignant-chercheur à l'École normale supérieure de Lyon. Alors moi j'ai commencé ma thèse en 2014, donc c'est à peu près le moment, on est encore étudiant, mais on peut considérer qu'on commence notre travail d'astrophysicien à ce moment-là, parce qu'on fait la même chose que les chercheurs. J'ai commencé ma thèse à Saclay, où j'ai travaillé sur l'évolution des galaxies. Puis j'ai enchaîné avec un post-doctorat de 2017 à 2019 à côté de Munich, dans l'observatoire qui s'occupe des télescopes qui sont situés au Chili. Donc je faisais des allers-retours réguliers avec le Chili pour aller faire des observations dans le désert. Et j'ai commencé mon travail ici en tant qu'enseignant-chercheur dans le centre de recherche astrophysique de Lyon, à l'ENS, en septembre 2019. Donc là maintenant mon temps est partagé à moitié entre de la recherche et à moitié avec de l'enseignement. Donc je donne des cours de physique ici au niveau L3, M1, M2 et avec les gens qui préparent l'agrégation de physique. En effet, il y a des biais de satellites artificiels, mais en fait ils sont tout petits, ils font quelques mètres la plupart du temps. Donc les images que l'on voit qui sont prises par exemple depuis la Lune, on ne les verra pas. Clairement, on verra, ils sont vraiment tout petits par rapport à l'échelle de la Terre. Alors, si jamais on est sur Terre, on peut les voir. On peut les voir, parfois, si vous regardez le ciel la nuit, vous pouvez voir des satellites, des traînées, de petites étoiles en fait, qui vont bouger, qui vont traverser le ciel en 1 à 2 minutes. Donc parfois est-ouest, parfois nord-sud. Mais si on est en dehors, si jamais on est situé sur la Lune par exemple, on les verra absolument pas. Et si je peux rajouter, en ce moment il y a des personnes qui nous embêtent un peu, Elon Musk pour le citer, et Jeff Bezos, qui veulent envoyer des grandes constellations de satellites pour qu'on ait de la 5G partout sur Terre. Et ils vont couvrir toute la surface de la Terre, il y en aura plusieurs milliers. Et en ce moment des études sont faites pour essayer de voir quels impacts ils peuvent avoir, et ils auront des impacts. Donc en ce moment il y a beaucoup d'interrogations chez les astrophysiciens, et on se demande comment est-ce qu'on va pouvoir réagir face à cette invasion de notre lieu de travail. Donc en fait, une étoile, c'est une grande masse de gaz qui s'est effondrée sur elle-même, parce que elle était massive, le gaz s'est attiré lui-même, il s'est effondré, et la température au milieu a beaucoup augmenté. Et si la température augmente jusqu'à atteindre une certaine température qu'on appelle la température de fusion de l'hydrogène, de 15 millions de degrés Kelvin, on va commencer à avoir des réactions de fusion de l'hydrogène, en fait comme dans une bombe H en fait. C'est des réactions chimiques. Des réactions nucléaires. Nucléaires. Et elle brille parce qu'elle est chaude. Alors nous on brille dans l'infrarouge, par exemple, si on met des lunettes infrarouges on va nous voir, parce qu'on émet de la chaleur, et c'est pareil. Ici en fait elles sont plus chaudes, donc du coup ça décale ce spectre, ce qu'on appelle le spectre de corps noir, historiquement, dans le visible. Donc une étoile comme le Soleil, son pic, un spectre continu qui pique dans le vert. Les étoiles très chaudes, elles, vont peut-être dans le bleu. Et les étoiles moins chaudes vont être dans le rouge. Et ça, on peut les voir si vous êtes dans un très beau ciel. Vous pouvez voir des différences de couleurs. Différences de couleurs au niveau des étoiles. Une étoile et une planète, c'est deux objets différents. Alors peut-être que la confusion peut venir du fait que parfois on parle de l'étoile du Berger, qui est une planète qui est la planète Vénus. Ça vient du fait que certaines planètes du système solaire sont visibles la nuit, parce qu'elles reflètent la lumière du Soleil. Donc, Mercure, Vénus brille très fort parce qu'elle a beaucoup de nuages et elle est proche du Soleil, donc elle va beaucoup réfléchir la lumière. Jupiter brille beaucoup, Mars, Saturne. Vénus est assez proche du Soleil. On appelle ça une planète interne parce que son orbite est contenue dans l'orbite de la Terre. Et c'est souvent soit la première étoile qu'on voit le soir, soit, ça dépend de sa position évidemment, soit la première étoile qu'on voit le matin, parce qu'elle est très brillante. Alors en fait ce qui se passe, c'est que la définition de planète, donc je vous ai dit pour les Grecs c'était un astre errant, c'est un astre qui bougeait dans le ciel, c'est juste observationnel, ça n'avait rien à voir, il est différencié des étoiles comme ça. Moi je les ai différenciés par le fait que les planètes en fait on les voit parce qu'elles reflètent la lumière de leur étoile, et les étoiles produisent leur propre lumière par des réactions thermonucléaires en Brucker. Le problème de Pluton, c'est qu'en fait, on a trouvé beaucoup d'autres astres qui avaient à peu près la même taille que Pluton, qui étaient plus loin que Neptune. C'est les objets transneptuniens ou les planètes naines. Et le problème, c'était que soit on considérait qu'il y avait ces 8 planètes, jusqu'à Neptune, soit il fallait en rajouter 50. Et donc on a trouvé une autre définition, c'est plus simple, qui était que pour être considéré comme une planète, l'objet doit avoir nettoyé ce
qui se passe sur son orbite. Et en fait, Pluton, il y a encore plein d'objets qui se trouvent sur son orbite, des petits astéroïdes, ce genre de choses. D'accord. Ok. Et donc du coup, c'est ce qui fait la différence maintenant entre une planète et une planète naine, une planète plutoïde, ce genre de choses. Donc là, Pluton est considéré comme quoi? Comme une planète naine. D'accord. Alors, donc pour moi, dans les sciences naturelles, sciences humaines, sciences sociales, on ne peut pas apporter de preuves par le calcul. Un calcul va seulement servir à faire une interprétation. C'est-à-dire, oh, j'ai observé ça, je ne comprends pas le phénomène physique qu'il y a derrière. Donc les calculs vont permettre de montrer pourquoi est-ce que tel phénomène physique pourrait l'expliquer. Ou à faire des prédictions. Par exemple, la relativité générale avait prédit l'existence d'ondes gravitationnelles. Et ça n'a pas prouvé. C'était un long calcul qui a montré que cette théorie prédisait ça. Et ce qui a prouvé l'existence d'ondes gravitationnelles, c'est leur observation. Alors, la relativité générale, c'est une façon en fait de se débarrasser de la force de gravité. Il n'y a plus de force de gravité dans la relativité générale. Elle considère que l'espace-temps est déformé par la masse. C'est-à-dire comme une nappe de pique-nique avec un quadrillage. Vous mettez une boule de pétanque au milieu, ça va déformer la nappe que vous êtes en train de tendre. Et en fait, le déplacement des objets en fait, va suivre vont être déviés par les déformations de l'espace-temps engendrées par les astres massifs. En fait, ça vient du fait que l'orbite de la Lune n'est pas un cercle parfait autour de la Terre, mais une ellipse. Donc il y a des moments où la Lune est un peu plus proche, des moments où elle est un peu plus loin de la Terre. Et ça arrive tous les mois, parce qu'elle fait un tour de l'orbite par mois à peu près. Et il y a des moments où le moment où elle est le plus proche de la Terre, ce qu'on appelle son périgée, et coïncide avec le moment de la pleine Lune. Donc à ce moment-là, elle paraîtra un peu plus grande, et elle paraîtra un peu plus brillante. Alors il se trouve que deux équipes ont gagné le prix Nobel 2011, si je ne dis pas de bêtises, en montrant que cette accélération est en fait accélérée maintenant. Comme si on vivait une sorte de deuxième Big Bang, c'est-à-dire que l'expansion est à nouveau en train d'accélérer depuis quelques milliards d'années. Donc ça a tendance à invalider les modèles de Big Crunch. Pour l'instant, il n'y a pas de preuve expérimentale et reproductible du fait que la position des étoiles dans le ciel vont avoir une influence sur nous. Et pour les marées, par contre, c'est un rapport avec la Lune? Exactement. Oui, alors les marées, c'est un effet... Alors en fait, il y a à la fois un effet avec la Lune et le Soleil. En fait, ce qui se passe, c'est que donc, la Terre a une taille finie, et si jamais vous mettez cette Terre, on va prendre ce petit gobelet de café, et ici le Soleil, ou la Lune par exemple, en fait, ce point-là va être plus attiré par le Soleil que le centre de la Terre, et cet effet-là, cette partie-là va être moins attirée, parce qu'elle est plus loin. Et donc en fait, si jamais vous regardez le système Terre, c'est comme si vous aviez une force qui va avoir tendance à étirer de ce côté-là. Alors c'est extrêmement simplifié. Mais du coup, c'est pour ça qu'en fait on va voir, donc la Terre va tourner comme ça, donc elle va faire un tour en 24 heures. Donc vous allez avoir marée haute, marée basse, marée haute, marée basse. Alors ça c'est une question intéressante, qu'est-ce qu'on définit comme étant le vide et surtout à quelle échelle? C'est-à-dire que si on regarde, donc il y a du gaz et des particules partout dans la Voie lactée. Si on prend le gaz qui est dans ce qu'on appelle le voisinage du Soleil, la densité typique, alors nous on parle en atomes par centimètre cube, donc ce serait un atome par centimètre cube. Alors c'est beaucoup plus vide que n'importe quel vide qu'on peut faire sur Terre. Un trou noir, alors c'est un objet assez complexe. C'est un objet dont la gravité est telle que même la lumière ne peut pas s'en échapper. Voilà, c'est quelque chose qui a été théorisé déjà dès le XVIIIe siècle en fait. Et c'est un effet, alors non, c'est considéré comme un effet une prédiction de la relativité générale, du fait qu'il peut exister des objets tels que si jamais vous franchissez une certaine frontière qu'on va appeler l'horizon des événements, vous ne pouvez pas en ressortir. Et pourquoi on appelle ça un trou noir? Parce que c'est noir? Alors, la lumière ne peut pas en sortir, donc ça ne met pas de lumière, donc c'est noir. D'accord. Alors, c'est une question très intéressante qui d'ailleurs, la personne qui a travaillé là-dessus était une des premières femmes astrophysiciennes de l'époque moderne. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on observe les étoiles,
Donc on observe un spectre lumineux qui a une certaine forme en premier ordre due à leur température, mais aussi des raies d'absorption, comme un code barre en fait. D'accord. Et ces raies, elles dépendent des atomes. Ah, on sait ça. Voilà, exactement. Mais à partir de ça, on peut arriver à connaître la composition externe des étoiles. Un des problèmes de cette science de l'origine de l'univers, au-delà c'est le fait qu'on n'est qu'un univers, donc on a du mal à reproduire les expériences. Ça pose un problème en cosmologie de façon générale. Et surtout c'est que quand la matière est très dense, eh ben, la lumière ne passe pas à travers. Et la plupart de l'information qu'on a de l'univers, c'est grâce à la lumière. Et le problème c'est qu'il y a un moment où là on est arrivé à peu près à la dernière lumière, la lumière la plus lointaine qu'on peut observer, on l'a déjà observée. Donc elle a été observée par les télescopes, d'abord Kobe, WMAP, Planck récemment, qui ont observé ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique. En gros, c'est la première lumière qui a pu s'échapper de l'univers au moment où l'univers en fait, est devenu transparent. Et avant, il était opaque. Au moment où il est devenu transparent. Donc cette lumière-là, on l'étudie énormément parce qu'elle peut nous donner des informations sur ce qu'il y avait avant. Mais avant, on ne va pas pouvoir l'observer avec des photons, parce qu'ils passaient leur temps à être absorbés par la matière. Alors, comme j'ai dit, on peut observer l'univers avec des photons, mais maintenant qu'on observe les ondes gravitationnelles, on peut aussi observer l'univers grâce aux ondes gravitationnelles. Merci beaucoup Jérémy d'avoir répondu à nos questions et aux questions des internautes. Merci à vous. Et puis merci aussi à l'ENS Lyon de nous avoir reçus dans ses locaux.